La guerre en Ukraine, justement, mais aussi le conflit au Proche-Orient ou encore les tensions grandissantes dans le détroit de Taïwan, assiste-t-on à une accélération de l'histoire et un basculement à haut risque? Décryptage avec notre invité Thomas Gomard. Bonsoir. Bonsoir, Soyez le monsieur. bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien, directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Et votre livre a pour titre L'accélération de l'histoire, les nœuds géostratégiques d'un monde hors de contrôle. C'est aux éditions Talendier. Alors, vous montrez dans votre livre que le centre de gravité de notre monde s'est déplacé de la Méditerranée et de l'océan Atlantique vers l'Asie-Pacifique. Pourquoi ce basculement ? C'est un basculement qui a des causes très profondes et en particulier économiques dues à la fois à l'émergence de la Chine, à l'intégration régionale entre la Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, qui fait que le centre de gravité du système monde est aujourd'hui en Asie de l'Est et évidemment aussi avec la relation transpacifique, puisqu'il faut toujours rappeler que les économies chinoises et américaines sont les deux premières au monde et très très liées. Donc c'est imbriqué. Voilà, ça explique pourquoi ce qui se passe dans le détroit de Taïwan nous concerne peut-être indirectement en raison de l'importance du flux et puis aussi de l'importance de ce qui transite par le détroit de Taïwan. Et justement, on va décliner un peu tout cela. On assiste à ce que vous appelez une accélération de l'histoire marquée par la résurgence des conflits de haute intensité. Comment l'expliquez-vous ? Alors j'ai défini dans le livre l'accélération comme la multiplication des actions intentionnelles, délibérées, pour modifier le rapport de force. Et je l'explique par le fait que certains acteurs, que ce soit des États ou que ce soit aussi des grandes organisations, ont des plans. Ont l'intention de modifier les choses à leur profit, alors qu'on a peut-être eu une lecture des relations internationales, en particulier en Europe, moins ailleurs, ces dernières décennies, qui reposait sur l'explication du fait social, du transnational, en écartant, je dirais, les ambitions stratégiques. Or, je pense qu'on est dans un moment où les ambitions stratégiques se manifestent de plus en plus visiblement et qu'elles affectent, au fond, des situations qui semblaient bien établies, bien installées, en particulier pour les Européens. Le statu quo, c'est ça, c'est ce qu'on pourrait dire. C'est par exemple l'Azerbaïdjan qui dit bon, on a perdu en 1994, le moment est venu. Le Hamas qui dit il n'y a pas d'État palestinien, on attaque de manière sans précédent Israël. Il y a effectivement l'impression que on peut, de manière encore une fois délibérée, modifier les choses à son profit. Et donc, on est dans un moment, si vous voulez, où l'ensemble des acteurs cherchent à obtenir plus d'autonomie stratégique. Voilà pourquoi je parle d'accélération de l'histoire. Et cette accélération, elle est évidemment ressentie différemment selon les parties du monde. Et elle a pour conséquence aussi que certains se trouvent pris de vitesse. Je pense en particulier que c'est le cas des Européens aujourd'hui. Des Européens et de la France, et on va largement y revenir. Mais d'abord, ce qui est intéressant, c'est que vous reliez les trajectoires simultanées de trois pays qui sont souvent au cœur de l'actualité, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, à travers lesquels, dites-vous, se dessinent trois crises nucléaires potentielles. Les mots sont importants. Pourquoi d'abord vous avez choisi ces trois théâtres principaux ? Alors en effet, si vous voulez, ce sont les trois pays aujourd'hui qui ont été les plus sanctionnés par les pays occidentaux. Et ce sont trois pays qui en même temps disposent d'appareils d'État pour contourner ces sanctions. Alors de manière différente, mais de manière efficace dans les trois cas. Ça veut dire quoi que ces sanctions, pardonnez-moi, renforcent les régimes en place ? Alors, il y a cet aspect-là, et puis aussi une capacité de ces régimes, avec l'aide de leur outil militaire, leur service de renseignement, aussi des liens avec les milieux criminels, d'obtenir ce qu'ils ne peuvent pas obtenir sur le marché, je dirais, sur les marchés légaux. Je pense en particulier à la Corée du Nord. La Corée du Nord, entre 2006 et 2024, est devenue une puissance nucléaire à part entière, alors même qu'elle était l'objet d'un blocage très profond. Donc et la Russie et l'Iran aussi, l'arme énergétique. Voilà, le gaz, absolument. le pétrole. Alors, la grande différence entre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, c'est que la Russie était très intégrée à l'économie mondiale, beaucoup plus que les deux autres, en particulier par le biais de ses exportations d'énergie, mais aussi de blé. C'est pour ça que je m'intéresse au Bosphore. Puis je crois qu'il y a un deuxième point très important, c'est que ces trois pays convergent aujourd'hui sur le plan idéologique dans leur hostilité à ce que le Kremlin appelle l'Occident collectif. C'est-à-dire qu'ils désignent l'Occident collectif comme leur ennemi en quelque sorte, et c'est tout à fait explicite dans le discours du Kremlin. Puis il y a une troisième raison, c'est qu'en réalité ce sont trois pays désormais qui collaborent sur le plan militaire,
puisque un des enseignements de la guerre d'Ukraine, c'est que la Russie, puissance nucléaire, est soutenue militairement par la Corée du Nord et par l'Iran. Et ça, c'est évidemment une très grande transformation avec des effets directs sur la sécurité européenne. Alors vous connaissez très bien, vous, la Russie, pour y rester, puisque vous avez consacré votre thèse sur les relations franco-soviétiques de 1958 à 1964. Premier voyage 1997, le dernier c'était octobre 2021, 4 mois avant l'invasion russe de l'Ukraine. Est-ce que vous aviez senti, vu venir cet épisode de l'histoire qui a tout accéléré ? J'ai fait ce dernier voyage avec ma consoeur Tatiana Castouillet-Vajan. Nous sommes un couple professionnel ancien, parce qu'on travaille ensemble depuis 2004 sur cette zone. Et ce qui nous a tout à fait surpris en octobre 2021, c'était la véhémence des propos à l'encontre des Occidentaux et des Européens. Je fais une distinction, je le raconte dans le livre, nous nous faisions traiter de représentants de, je cite, du Reich éthique que représentait l'Union européenne, traduction de l'évolution idéologique de la part de nos partenaires habituels en Russie. Le Reich, sous-entendu le Troisième Reich, ça veut dire qu'on a affaire à une menace nazie. Absolument, et avec cette idée aussi d'éthique, c'est-à-dire d'une Union européenne qui sans cesse promeut ses valeurs et le fait au détriment des autres. Bon. Et donc, moi, je n'ai pas été surpris par l'invasion de la Russie, Tatiana Castouillet-Vajan non plus, parce qu'on avait suivi l'évolution idéologique, on avait été très frappé aussi par le texte écrit par Vladimir Poutine en juillet 2021, qui était un texte qui se voulait un texte d'historien, faisant au fond de Kiev la matrice de la Grande Russie. Là où nous avons été surpris, enfin où j'ai été surpris, c'est par la résistance de l'Ukraine. C'est-à-dire que la surprise stratégique, elle n'est pas dans l'agression russe de février 2022, qui au fond était la continuation de ce que la Russie avait fait en février 2014 par l'annexion de la Crimée, mais la vraie surprise stratégique, ça a été la capacité de l'Ukraine de résister à Kiev, et puis ensuite de se mettre en ordre de bataille pour, là aussi, essayer de résister le plus longtemps possible, avec maintenant la situation qu'on connaît, qui est beaucoup plus difficile pour l'Ukraine sur le plan militaire depuis l'échec de sa contre-offensive terrestre. Alors vous inscrivez en faux par rapport aux analystes qui disent que finalement la Russie s'est sentie humiliée par l'Occident. Mais tout de même, j'aimerais revenir aussi sur une notion qu'on appelle le Sud global. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Occident et de l'Iran, la Corée du Nord et la Russie qui s'érigent face à l'Occident. Mais dans le Sud, on entend aussi souvent ceux qui ont mené des invasions avant celle de la Russie. Ce sont aussi les États-Unis sur l'Irak, les interventions en Libye, les interventions en Afrique, jadis en Amérique latine. Comment recevez-vous, vous, en tant que chercheur et qu'historien, cet argument, cette narration qui change? Les pays du Sud disent ce n'est plus vous qui racontez l'histoire, c'est aussi nous qui nous approprions en fait cette histoire, qu'elle soit plus ou moins récente. C'est effectivement une évolution extrêmement importante et je pense que ces différents récits sur la manière dont la mondialisation s'est construite sont à suivre très attentivement. Moi, sur le Sud global, je parle plus de Sud transactionnel parce que je pense qu'on est dans un moment d'autonomisation stratégique des différents acteurs et le fait, par exemple, que des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Iran, l'Éthiopie ou l'Égypte rejoignent les BRICS est un mouvement historique extrêmement important. Et en même temps, ils le font parce qu'ils sont les uns et les autres dans une autonomisation stratégique. Ensuite, je faisais allusion, j'utilisais le vocable du Kremlin. Le vocable du Kremlin, c'est l'Occident collectif ou ce que Vladimir Poutine appelle la majorité globale. Et ce qui est très paradoxal dans le cas de la Russie, c'est que la Russie a été un pays colonisateur et trouve un écho, en particulier en Afrique, aujourd'hui, en apparaissant comme, au fond, un pays qui veut accélérer la désoccidentalisation du monde. D'une certaine manière, la Russie, de mon point de vue, est instrumentalisée par la Chine pour accélérer cette désoccidentalisation du monde, pour être dans une sorte d'avant-garde, alors même que son histoire est celle d'un pays colonial. Et de mon point de vue, la Russie en Ukraine, je l'ai dit plusieurs fois, ce qui a suscité parfois des réactions, notamment sur le continent africain, mène une guerre impériale en Ukraine avec un projet très clair qui est l'asservissement de l'Ukraine et le non-respect de son intégrité territoriale et politique. Alors vous commencez et vous terminez par des scènes de votre voyage à bord d'une frégate de la marine française en mer de Chine et vous citez les propos d'un marin: on se sent puissant en Méditerranée et petit en mer de Chine. Est-ce que cette métaphore illustre parfaitement, selon vous, le basculement stratégique du monde? Et on en vient d'ailleurs à l'Europe. Comment assiste-t-elle finalement à ce basculement? Savez-vous qui est l'amiral Courbet? Non.
Eh bien voilà, ça me permet, si vous voulez, de faire un lien entre votre question et la question précédente. L'amiral Courbet est un amiral qui, en 1885, remporte une victoire navale contre la flotte chinoise dans le détroit de Taïwan. Et donc c'est la Troisième République battue, la France battue en 1870 par la Prusse, qui se lance dans une phase de colonisation, et notamment en Extrême-Orient. Donc ça montre bien, si vous voulez, que près de 120 ans ou 130 ans plus tard, la situation est complètement différente en réalité. Et que ce basculement du monde que vous évoquez dans vos questions précédentes, il est déjà visible et perçu comme tel par les marins français lorsqu'ils naviguent en mer de Chine. Et donc ça renvoie l'Europe effectivement à une situation, je dirais, beaucoup plus périphérique aujourd'hui à l'échelle globale. À partir du moment où vous dites que le centre de gravité du système monde se situe en mer de Chine, ce qui est un des arguments du livre, eh bien, ça montre que les Européens sont en réalité dans une situation beaucoup plus périphérique qu'ils ne l'étaient à l'époque de l'amiral Courbet. Et la grande question pour les Européens, c'est au fond d'être un ensemble qui représentait au début du XXe siècle 25% de la population mondiale, qui représente aujourd'hui 8%. Donc il y a un effet de rétrécissement mécanique, mais c'est être au monde, je dirais, pour les Européens dans ces circonstances, avec là aussi des velléités d'autonomie stratégique, mais très difficiles à mettre en œuvre, parce que leur système d'alliance est un système d'alliance militaire transatlantique, et puis aussi parce qu'ils doivent inventer un nouveau type de relation avec les pays africains, avec les pays du pourtour méditerranéen, et puis avec les pays sur leur flanc est, en particulier. Sinon, c'est le risque d'abord de l'histoire. Enfin, oui, puis il y a un risque, je pense qu'il y a un risque aussi de cohésion de l'Union européenne. Le grand succès de l'Union européenne, c'est d'avoir produit de la paix entre ses membres depuis plus de 70 ans. Et ça, c'est le principal acquis en réalité. C'est que nous devrions chérir. Mais elle s'est trop reposée sur cet acquis. Pardon ? Elle s'est trop reposée sur cet acquis. Peut-être. Et je pense qu'il y a un sujet désormais pour l'Union européenne, c'est de veiller à cette cohésion, de rappeler qu'elle est basée sur la réconciliation franco-allemande, qui a valeur de modèle pour d'autres régions du monde, mais qu'en même temps, l'Union européenne n'est pas une bulle, et peut-être doit-elle comprendre aussi que l'ensemble du monde ne veut pas vivre comme elle. Juste une question aussi pour finir, vous parlez de puissance, non pas d'équilibre, vous parlez de puissance, comment dites-vous, si vous parlez-vous de puissance d'équilibre, non? La France, en tout cas, hier, Gabriel Attal a dit, ne sera jamais une puissance moyenne. Vous parlez, ça y est, j'ai retrouvé le mot, de puissance de confiance, pardon. C'est quoi une puissance de confiance ? Je suis assez perplexe sur la notion de puissance d'équilibre après avoir navigué en mer de Chine notamment. C'est-à-dire que ça donne l'impression d'une position de surplomb qui, à mon avis, ne correspond pas à la réalité. Je préfère parler effectivement de puissance de confiance. Ça veut dire deux choses. La confiance. Vous savez, les jeunes disent parfois tiens, il a pris la confiance. Je pense que parfois, il faut prendre la confiance sur certains sujets, assumer un rôle de leader. Et puis aussi, puissance de confiance, c'est d'être capable de parler à tout le monde et d'être l'intermédiaire aussi quand c'est possible entre des belligérants, ou d'être dans une logique très constructive, très coopérative. C'est en ce sens que je préfère. Mais quand la France dit, quand Gabriel Attal dit nous ne serons jamais une puissance moyenne, de facto, hier Jean-Dominique Merchet nous disait de facto elle l'est. Quel est votre avis ? J'ai un long débat avec Jean-Dominique Merchet sur cette question. Je pense qu'il y a une singularité stratégique française qu'il ne faut pas exagérer, mais qu'il faut aussi reconnaître. Il ne faut pas l'exagérer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire que la dissuasion nucléaire et le siège de membres permanents du Conseil de sécurité sont l'alpha et l'oméga. Et en même temps, il ne faut pas les minimiser parce que c'est le seul pays à disposer de ça au sein de l'Union européenne, c'est la France. Merci beaucoup Thomas Gomard d'avoir répondu à nos questions en direct sur TV5 Monde. Merci pour votre éclairage.